Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foot en ce lendemain de Saint-Jean, de fête nationale et de, très honnêtement, folie dans les rues de Montréal. On est très heureux de vous accueillir à ce nouvel épisode de Loin de s'en foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo. Les gars, drapeau du Québec, drapeau des Habs, qu'est-ce qui flottait dans le vent là, à vos portes d'entrée ou dans vos fenêtres au cours des dernières heures? Un peu tout ça, Sid? hein, Oli, un peu tout ça, beaucoup de bruit, je suis pas trop loin du centre-ville, donc surtout beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation, mais c'est bien, c'est ça qu'on aime dans le sport. Bon, c'est correct, je comprends que c'est pas les Champs-Élysées encore, là, mais attends, elle s'en vient la finale. Bon, j'allais dire, on va pas jaser de Canadien de Montréal aujourd'hui. C'est vrai, puis c'est pas vrai. On a une petite question en fin d'émission là-dessus, mais on va se concentrer sur la tonne de sujets qu'on a à couvrir, à commencer par le retour du CF Montréal en action en MLS. Il y a également l'équipe nationale du Canada qui a dévoilé son effectif. Ça, c'est chez les dames en vue des Jeux de Tokyo de 2020 qui auront lieu dans quelques semaines. On va parler de ce qui se passe à l'Euro, de Copa América et on répondra à vos questions lors de notre segment Sujet chaud en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, commençons avec le CF Montréal qui est allé faire match nul, en fait, qui a fait match nul au Drive Pink Stadium, qui est toujours son domicile temporaire. Match nul de 0-0 face au DC United. Juste avant de te demander ton avis sur la performance de manière générale, Sid, et le coaching aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Coaching de Wilfred Nancy. Juste résumer comment ça s'est passé. Première mi-temps, à mon sens, très décevante. Dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose. DC a été correct, mais sans plus. Pourtant, le CF Montréal n'a pas été capable de s'imposer. Un milieu de terrain un peu désarticulé, principalement en raison de l'absence d'un deuxième attaquant parce que Kyoto Hurtado était blessé, Lapalainen toujours en Europe. Mason Toy, lui, avait pas 90 minutes dans les jambes. Donc, c'est Bjorn Johnson qui a commencé seul en pointe avec un électron libre qui tournait autour de lui, en l'occurrence Georgi Mihailovic. Mais Bjorn Johnson, ça a été compliqué. Il n'a pas été capable de jouer le rôle, en bon français, de target man, de cible qui est capable de, un, se faire voir, ça c'était réussi, mais deux, contrôler le ballon lorsqu'on lui envoie. Expulsion de Zoran Basson avant la mi-temps. Le deuxième 45 minutes au complet s'est joué avec un homme en moins. Et au final, on va chercher un 0-0 dans les arrêts de jeu. C'est un Clément Diop sur une jambe qui a réussi à compléter le match, mais tout juste. C'est Mason Toy qui a quasiment qui a failli se ramasser comme gardien. Au final, Diop a été capable d'aller jusqu'au bout. Maintenant que j'ai résumé la chose, Sid, t'en penses quoi? Ça, c'était juste un match en passant. Yeah. J'en pense que dans les circonstances, c'est un bon point du match nul, mais Mhm. il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération. Tout d'abord, cette première mi-temps à 11 contre 11 qui a été extrêmement décevante. On peut penser que DC United avait cet avantage du rythme puisqu'ils avaient joué durant la C'est fin de vrai. semaine face à Inter Miami, mais après 3 semaines, je crois que normalement les organismes sont reposés. C'est quelque chose qui devrait être plus salutaire pour Montréal. Et le 11 partant a pas livré la marchandise. Basson qui a été extrêmement nerveux, s'est fait expulser, peut-être un peu sévèrement, mais qui revenait dans l'alignement, n'a pas non plus apporté tant de garanties, a plutôt répondu à la raison pour laquelle il était plus dans l'alignement depuis un bout de temps pour le de Nancy. T'as parlé de Johnson. Je peux revenir aussi sur le cas de Mihailovic qui manque, manque de plus en plus cette capacité à imprimer le rythme et la palette technique. Hamdi qui est pas finalement au niveau de ses 2 premières sorties. Donc c'était compliqué. Je pense que le seul aspect rassurant était comme souvent la défense. Mais Mm. j'aimerais vraiment revenir sur cette deuxième mi-temps. À partir du moment où Wilfried Nancy a décidé comme d'adopter un 4-1, 4-4-1 pardon, et qui a fait des changements très agressifs avec Ibrahim, avec Toy et avec Miller, qui a apporté beaucoup de vitesse à l'effectif. J'ai adoré le visage qu'a montré Montréal. Je crois que dans la configuration de base, Montréal aurait été complètement acculé, même si c'était difficile de faire pire, hein. Il y a quand même 27 tirs à 6 durant Mhm. le match. Mais je crois qu'à l'important de cette vitesse-là, ils ont
imposé un respect, ils ont imposé une crainte pour DC United. Ils avaient cette capacité-là justement de pouvoir faire les efforts et aussi d'aller punir en transition rapide et ça aurait pu basculer du côté de Montréal. Donc j'ai vraiment aimé ces changements rapides effectués par Wilfried Nancy environ à la 50e minute, dès vraiment le retour de la deuxième mi-temps et qui a permis à Montréal justement d'avoir peut-être un peu de regret sur ce match nul là, mais bon, c'est pas normal d'être meilleur à 10 à 11. Non, je ne sais pas si ça en dit plus long sur la qualité des gars qui ont joué à 10 ou le manque de qualité des gars qui ont joué à 11. Ce que je trouve très intéressant aussi, j'abonde dans le même sens que toi, Sid, c'est le fait de, un, faire des changements rapidement. En deuxième mi-temps, je parlais avec des collègues à la radio, là, puis on me disait, on est aux antipodes de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est vrai. Tu sais, Rémi Garde qui regardait derrière lui puis qui se disait, j'ai rien à faire rentrer. Je veux dire, là, c'est quand même Mason Toy, Sunusi Ibrahim et comme Kamal Miller que tu fais rentrer. C'est pas Azpilicueta, Olivier Giroud puis Didier Drogba non plus, là. Mais c'est des gars qui ont un message clair. En début de mi-temps, ça va pas comme on veut. Vous rentrez, vous faites une différence. Et moi, je pense, j'ai la conviction que si tu avais fait ces changements-là au compte-gouttes, les remplaçants auraient été imprégnés du manque de qualité de l'équipe, alors que là, de les rentrer les trois d'un coup, c'est l'équipe qui a haussé son jeu pour accoter, si vous me permettez l'expression, l'énergie puis la détermination des gars qui sont rentrés. Donc, chapeau à Wilfried Nancy dans les circonstances. Maintenant, si on se projette à la fin de cette rencontre-là, Jean, Clément Diop, j'étais à la description de ce match-là avec Raphaël Doucet à la radio, puis au moment où il s'est blessé, c'était clair qu'il n'était pas capable de tenir 10 minutes. Le truc, c'est qu'il restait une poignée de minutes à faire. Est-ce qu'il aurait dû sortir? Est-ce que c'est Mason Toy qui aurait dû aller dans les buts à ce moment-là, sachant que oui, tu t'es sauvé avec un 0-0, mais tu courais le risque d'aggraver une blessure où c'était pas un contact, c'était pas une contusion, où là, tu te dis, ben, c'est vivre avec la douleur that's it. C'était ce qui semble être une élongation, peut-être même une déchirure musculaire ou ligamentaire. Et ça, c'est le genre de blessure, si tu continues, qui peut être aggravée. Écoute, je pense pas qu'il y ait qu'il y ait une réponse franche et nette là-dessus, parce que chacun va avoir son avis. Tu peux dire au départ, écoute, dans cette situation-là, tu vas avoir tendance à faire confiance à ton gardien en disant bon bah il est lui-même capable de voir un petit peu Juger. comment il se sent, comment est-ce qu'il est capable, il se dit je suis capable de tenir les 3 minutes. Il fait pas non plus à Rambo là, il n'est pas complètement explosé quoi que ce soit. Il est capable de juger qu'il est lui-même, qu'il peut terminer la partie. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Le deuxième, c'est se dire, écoute, faire ça, tu es en train vraiment d'hypothéquer quelque chose. Est-ce que tu es en train d'hypothéquer quelque chose pour l'équipe en sachant que tu peux aggraver une blessure et être absent pendant un temps plus long? Bon, on a vu qu'il y avait une solution derrière lui et que, bon, c'était pour l'avenir, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait envisager assez sans panique. Donc, je suis un petit peu ambivalent là-dessus, dans le sens où je ne veux pas te dire c'est complètement fou et suicidaire ce qu'il a fait, parce que je pense que lui-même, il a été capable de le juger et c'est pas un enfant. Il est tout à fait capable de dire je tiens ces 2 minutes-là. Et puis, bon, on sait très bien qu'il y a une solution derrière aussi Ouais. et que le CF Montréal n'est pas à la pêche pour les semaines ou pour en tout cas les matchs à venir. Donc ça c'est bien. D'autant plus que autour de lui, c'est vrai, le groupe a fait bloc, a été extrêmement solidaire. Ils ont fait, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, effectivement au niveau des remplacements, et qu'il y a eu une volonté. Quand tu joues comme ça à 10, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essaies d'attraper le contrôle que tu peux avoir sur la partie. Tu essaies de contrôler un certain nombre d'éléments. Et ça, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi dans ce domaine-là. Donc, je pense que d'une façon générale, au bout du compte, tu vas retirer des éléments satisfaisants. Au niveau de Diop, je te dis, je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être discuté entre Wilfried Nancy et Diop éventuellement. Mais j'aurais tendance à dire confiance en
en Diop, confiance en ce qu'il a ressenti à ce moment-là et ses capacités à juger qu'il tient les 3-4 minutes nécessaires. Sid, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais juste avant, pour moi, là, c'est tellement circonstanciel. Circonstanciel à plein d'égards. Un, tu n'as plus de changement. Deux, il reste 2 minutes. Pour moi, s'il reste 10 minutes dans ce match-là, il faut que tu envoies Mason Toy dans les buts. Autre Pour chose. une raison, tu es une équipe qui utilise trop son gardien balle au pied pour avoir un gars qui est sur une jambe en arrière. Pour faire un arrêt, pour aller chercher un ballon dans les airs, peut-être qu'il est capable, clopant. D'ailleurs, il est sorti là, sur sa gauche, au bout de sa surface de réparation. Je ne sais pas si tu en allais peut-être chercher 2 Advil, là, Clément Diop, mais qu'est-ce qu'il faisait à s'en aller là, sur une jambe? Et finalement, il s'est rendu, il était capable, encore là, clopant, de revenir, mais tu pouvais juste faire ça parce que tu savais que c'était une question de secondes que tu devais tenir, pas Exact. une dizaine ou une quinzaine de minutes. Et le dernier facteur, avant de t'entendre là-dessus, c'est les circonstances entourant le message que tu envoyais à Jason DeTulio dans ce match-là. L'équipe se présente, sort de l'autobus avec un T-shirt qui dit « Courage, Jason ». Dans le dos, tu as le hashtag #LaGrinta. Pour ceux qui connaissent Jason, on a eu le plaisir de le côtoyer à RDS pour la Coupe du Monde en 2018, entre autres. Moi, je le connais de l'époque où il jouait, j'ai joué avec, contre lui, je l'ai côtoyé à l'académie aussi. C'est un gars qui a une philosophie. La Grinta, là, c'est pas la philosophie du CF Montréal, de Wilfred Nancy, même s'il y a un peu de ça. C'est celle de Jason DeTulio, qui est, au fond, un état d'esprit guerrier, de gars qui est sans demi-mesure, qui donne absolument tout. S'il te reste une once de quelque chose dans le réservoir, il faut que tu amènes ce réservoir-là à sec, parce que lui, c'est le résultat qui compte. Oui, il y a la manière, mais je me souviens d'une époque où, à l'académie, on mettait beaucoup l'accent sur développer les joueurs et enlever la pression associée aux résultats. Et Jason, lui, c'était le gars qui disait « Moi, je suis d'accord à mettre la priorité sur le développement, mais c'est pas vrai qu'il faut évacuer le résultat puis l'importance d'aller chercher des points parce que au final, ça va être le pain et le beurre de la carrière des gars qu'on forme quand ils vont arriver chez les pros. Pour moi, dans un match où tu envoies un message à Jason pour l'encourager, lui qui combat la maladie, au final, ce que tu as fait, ton T-shirt, ça a été un miroir. Et je pense que Clément Diop a regardé dans ce miroir-là puis il a dit « Je peux pas, là. » On a envoyé un message d'encouragement à un gars. On s'est quasiment tatoué la grinta dans le dos. Puis là, je ne finirai pas un match quand il reste quelques minutes. Je pense vraiment que pour toutes ces circonstances-là, on a vu Diop aller jusqu'au bout. Dans d'autres circonstances, je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, mais je pense qu'il aurait cédé sa place. Puis tout le monde aurait été correct avec le fait qu'un blessé, et c'était clair qu'il était blessé, remplacé par un gardien qui est au final un attaquant, Mason Toy, on aurait trouvé ça un peu particulier, mais on aurait tout à fait compris. Oui, c'est certainement. J'avais plus en tête sa santé avant tout et le fait que je pense qu'il pouvait Parfait. hypothéquer un peu plus de son temps de récupération et peut-être même Et c'est le cas. de sa saison. Donc, j'avais cette crainte-là parce que il s'est fait mal tout seul d'une façon un peu maladroite où vraiment on sent un déplacement au niveau de la hanche, on voit la cheville qui se prend aussi dans le tapis. Donc il y avait tout ça. On sent la douleur qu'il a subie. Et voilà, donc dans les discussions qu'on a souvent sur la santé des joueurs, je trouvais ça un peu délicat de continuer. Et puis je comprends que cette circonstance particulière, notamment via Jason, mais aussi la culture générale dans laquelle on est, une culture un peu hockey où on va valoriser la capacité de jouer blessé. Je pense que ça peut conduire à parfois des situations plus graves pour le joueur et ça m'inquiète un petit peu. Dans la victoire à 3 points, c'est 0 ou 1, il n'y a pas vraiment grande différence, mais il est possible Sid, que attends. l'IRM... Avant ce match-là, là, il y avait un point qui séparait la 5e de la 10e place dans l'Est. 0 ou 1, là-dessus, je ne peux pas partager ton opinion. Il y a une grosse différence. Là. Moi, c'est mon opinion sur la victoire à 3 points. C'est justement parce qu'il y a une vraie prime à la victoire. Et on préfère des équipes qui sont capables d'aller chercher des victoires plutôt qu'en enchaîner des matchs nuls. Mais
c'est autre chose, c'est plus mathématique. Oui, mais Je trouve que à l'inverse, tu peux avoir une défaite. Si Mason Toy entre, puis il y a des. Parce que moi, ma réflexion là-dessus, là, c'est plus sportif. Parce que l'aspect blessure puis aggravé, ouais. tu as tout à fait raison. Je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu. Si tu veux préserver la santé d'un gars, c'est sûr que le premier réflexe, c'est de sortir Clément Diop. Moi, ma réflexion, ça a été le DC United avait passé les 15-20 dernières minutes entières offensifs. Les centres rentraient sans arrêt. Mon inquiétude, c'était les mains de Mason Toy. Si tu l'envoies, parce que si tu veux parler de résultats, mais tu peux le perdre, ce match-là. Et là, tu es dans le trouble. Je, je pense pas tant finalement comme par rapport au temps qui restait. C'était pas, j'ai pas vraiment cette lecture-là. Je reste sur le fait que je trouve ils avaient fait vraiment une très bonne deuxième mi-temps et que pour les 3-4 minutes qui sont très risquées pour l'aggravation de la blessure. Par exemple, genre, comme je sais que dans un cas personnel, j'ai joué avec les ligaments croisés pétés, et puis on a étiré la sauce parce que c'était une demi-finale du RSEQ et qu'il fallait gagner à Laval. Sauf que la conséquence a été que ces minutes-là qui nous ont permis, oui, d'avoir cherché un résultat, mais ça a foutu en l'air mon genou pendant un bon bout de temps. Et c'est là où, oui, avec l'adrénaline, en tant que joueur, comme tu peux forcer. Puis effectivement, il y a ce contexte-là, comme tu rappelais, par rapport à faire corps pour Jason et puis pour le reste. Sauf que voilà, la santé du joueur pour moi passe avant tout, et je crois même que dans les circonstances, même sportivement, je pense pas que ça aurait changé grand chose vu le temps qui restait. Tiens, j'ai prévu de parler à Mason Toy en fin de semaine à la radio. Je vais lui demander, je vais lui demander, il se sentait comment à l'approche de cette situation-là. Bon, on va changer de vitesse un peu, les gars, du soccer de club. On va passer au soccer de sélection, non pas pour parler de l'Euro ou de la Copa, mais d'abord, Jean, pour parler des Jeux olympiques. Bev Priestman a divulgué j'ai envie de dire, son premier effectif. Je comprends qu'elle a dévoilé des groupes pour des camps d'entraînement, pour des matchs amicaux, des matchs préparatoires, en fait, en vue des Jeux olympiques. Mais là, l'effectif est dévoilé. Pas de surprise de savoir que Kristen Sinclair est là, à moins que tu me sortes une autre affaire avec Brantford ou que tu décides d'être un peu hipster encore, mon Jean Gounel. Mais là, je vais te laisser me donner ta réponse là-dessus dans un instant. Juste le temps de souligner que Evelyne Vient se retrouve dans le groupe. C'est tellement. Écoute, il y a quelques mois, là, elle n'avait jamais été sélectionnée par le Canada. Et là, je ne parle pas de l'équipe senior, je parle du Canada à tous les échelons. Elle n'avait jamais même été appelée dans un camp. Elle se retrouve aux Jeux olympiques. Et pour moi, avec une équipe qui n'a pas beaucoup marqué au cours des derniers matchs, elle se retrouve dans une situation où elle pourrait peut-être avoir à contribuer sérieusement, peut-être pas comme titulaire en partant, mais certainement comme remplaçante en cours de match par la suite. Et l'autre Québécoise qui est dans le groupe, à titre de réserviste, par contre, pas dans le groupe qui est, entre guillemets, final pour le moment, à moins de blessures ou de pépins physiques, c'est Gabrielle Carle qui sera là, elle qui était des derniers Jeux olympiques. Ce qui te frappe en regardant cet effectif-là, Jean, c'est quoi? D'abord, il y a la continuité, ça, on l'a déjà dit, parce que Bev Priestman, elle connaît très bien ça de la sélection. Elle a travaillé avec John Hodgman pendant un certain temps. Donc, elle a fait un aller-retour avec l'Angleterre et elle est revenue parce qu'il y avait une ouverture. Et d'ailleurs, une ouverture intéressante parce qu'elle avait plusieurs possibilités. Et c'est un choix direct qu'elle a fait, elle. Donc, qui correspond à une volonté de venir travailler dans ce programme qu'elle connaissait bien et où elle pense qu'elle peut apporter quelque chose. Donc, j'ai tendance à dire, j'ai pas mal confiance en sa connaissance du groupe et ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut aller en chercher. Maintenant, sur la liste, un peu surpris de ne pas voir directement Jordan Hoytma. Hoytma, ben oui. Hein, elle est réserviste. Elle n'est pas titulaire au PSG, d'accord? Mais tu prends d'autres joueuses comme Becky, Fleming, qui ont gagné énormément d'expérience en WSL, en Super League anglaise. Ouais. Elles ne sont pas titulaires non plus à Manchester City ou Chelsea. Donc, par contre, tu peux dire qu'au niveau de l'acquis, et ça, maintenant, je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment, vraiment essentiel parce que ça va super vite au niveau féminin. L'acquis, l'expérience sont des choses qu'il faut être capable d'insuffler dans un groupe et je pense qu'elle aurait apporté quelque chose. Il y a peut-être d'autres raisons, mais il est certain, par exemple, que tu sais très bien que Christine Sinclair, est-ce qu'elle va jouer ses 90 minutes à chaque fois?
suis pas persuadé. Est-ce qu'elle va jouer la totalité des matchs? On va voir. Mais il y a clairement quelque chose à envisager derrière. Donc ça a été une petite surprise parce que honnêtement, tout le monde dit depuis 4 ans maintenant que c'est la joueuse qui va un La petit peu, prochaine. qu'on va retrouver à la pointe de l'attaque canadienne et pas la voir là alors qu'on est en train d'essayer de pousser un petit peu une sorte de relève là derrière. Ça me surprend. Sophie Schmidt n'est pas là non plus. En tout cas, elle est réserviste C'est vrai. aussi, alors qu'elle est, elle est vraiment de ce noyau là qu'on a vu depuis 10 ans d'un Mhm. bout à l'autre. Mais sinon, c'est extrêmement, consistant, au sens que ça correspond vraiment à la démarche qui existe depuis quelques années. Ce que j'attends de voir, c'est de voir des nouvelles émerger de ce tournoi-là. Ce que j'attends vraiment, c'est de voir des leaders de la génération. Je pense à Buchanan, je pense à Ashley Lawrence, je pense à ces joueuses-là qui doivent prendre le relais de ce que étaient Sinclair, Desiree Scott. Bon, elles sont encore là, hein, mais je pense que là, maintenant, il faut passer au niveau supérieur et à voir ces joueuses-là qui, elles aussi, ont gagné une énorme expérience ces 2 dernières années, aller voir être les leaders de la sélection. Ouais, et les Diane Matheson, par exemple, tombent dans cette catégorie-là des filles qui ont été cadres au fil des ans Mhm. et qui ont Mhm. cédé leur place ou qui sont peut-être, pour celles que tu viens de mentionner, sur le point de céder leur place. Avant qu'on passe au prochain segment, Sid, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, peut-être sur la présence de une Québécoise et demie? On espère que ce soit deux. Là, on souhaite pas de malheur à personne, mais ce serait bien que, un peu comme c'est arrivé à Marie-Ève Naud dans les jeux précédents, ben, elle soit capable, Gabrielle Carl, de passer de réserviste au groupe à proprement dit, ou sinon d'autres impressions sur la divulgation de cet effectif-là? Non, c'est sûr que pour avoir suivi un petit peu justement les différentes entrevues qu'a fait Evelyne, justement avec toi notamment, et il y Mhm. a 6 mois, lorsqu'on se projetait justement sur cette Mhm. équipe canadienne, je trouve que ça valide sa saison extraordinaire avec le Paris FC, ça valide aussi ses choix de carrière. Donc c'est aussi la preuve qu'il y a une ouverture d'esprit du côté du staff, alors que parfois voilà, je pense on les accuse peut-être parfois à tort ou à raison d'être un petit peu fermés. Je suis très surpris quand même pour Yutema. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a Katoto, il y a Diani, il y a Baltimore, il y a Nadim. Il y a beaucoup de monde en attaque du Paris Saint-Germain, mais à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain, je trouve qu'elle apporte beaucoup, et je crois qu'elle a sa place dans cet effectif. Je suis un peu surpris Ouais. voilà, qu'on n'a pas fait un coup double avec Ashley Laurence et on prend les championnes parisiennes. Donc à voir. Après, le groupe reste intéressant, mais en termes de renouvellement, j'avais regardé un peu ce qui se passait du côté des Américaines. Il y avait quand même 11 joueuses américaines qui étaient présentes aux derniers Jeux Olympiques. Parfois, voilà, il y a peut-être une forme un peu de conservatisme qui dans certaines sélections, mais c'était pas le cas. Je pensais pas que c'était le cas pour le Canada. Ouais, le conservatisme américain, par contre, il ramasse une coupe de trophées de plus. Jean, qu'est-ce que tu voulais Ouais, ajouter? jouer, excuse-moi. Il y a aussi, là aussi, on parle de quelque chose d'assez circonstanciel et peut-être qu'il faut aussi le remettre dans ce contexte-là, avec un tournoi olympique qui est décalé, un tournoi olympique qui a lieu une année Mhm. plus tard. D'habitude, le tournoi olympique a lieu tout de suite après la Coupe du Monde, année après année, et après, on est dans 2 années ou quasiment 3 années de vide. Là, on est à un tournoi olympique exactement à mi-chemin entre deux Coupes du Monde, hein, entre la Coupe du Monde 2019 et la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie. Donc, c'est une façon déjà de se projeter très rapidement vers cette prochaine échéance va être, oui, qui va arriver rapidement parce qu'on va parler de qualification. On voit que au niveau qualification, même si les Canadiennes sont encore assises solidement dans les deux premières en CONCACAF, ça arrive, ça arrive quand même rapidement. Tu vois les progrès que font le Mexique, le Costa Rica, Mhm. et tu te dis, OK, il va falloir. Euh, euh, on n'a pas une place assurée à chaque fois, quoi. Et donc, il faut aussi intégrer cet élément-là. Peut-être que il y a peut-être euh, pas eu le renouvellement qu'on attendait. Et encore, je trouve qu'il y a déjà il y a une certaine volonté. Je pense qu'on n'est pas aussi conservateur que les Américaines, certainement, mais qu'il y a déjà cette façon de se projeter sur l'avenir qui existe dans la sélection.
Ouais, et c'est pour ça, je disais à la blague tout à l'heure que le conservatisme des Américaines ramasse des trophées, mais en même temps, je dis ça pour illustrer le fait qu'on ne peut pas opérer comme elles. Elles ont des moyens, elles ont Non, un bassin qui dépasse clairement. complètement les ressources canadiennes. Dans le passé, peut-être qu'on avait une longueur d'avance parce qu'au volume, on avait plus de joueuses ici au Canada qu'ailleurs dans le monde. Tu parles du Mexique, mais la France en est un exemple parfait. Les Pays-Bas aussi qui offrent Mhm. un très bon ballon. Et quand ces pays-là se sont réveillés, là, tout d'un coup, non seulement le volume est arrivé, mais on avait aussi les infrastructures pour former des Complètement. joueuses parce qu'on le faisait chez les gars. Pas en train de comparer les ressources qu'on met chez les hommes et chez les dames, mais tu as quand même des réflexes qu'on n'a pas au Canada et c'est là où on doit réfléchir à faire les choses peut-être un peu différemment. Euh, En temps additionnel, maintenant, les gars, on va jaser d'euros, si vous le permettez. Sid, je te fais la liste des huitièmes de finale de l'Euro qui vont commencer en fin de semaine. Tu me dis ceux qui retiennent ton attention. Si j'avais à envoyer un petit pari de mise au jeu, j'ai l'impression que je serais quand même assez safe, mais tiens, je te permets d'y aller d'un choix champ gauche aussi, si tu le veux. Donc, on commence avec Belgique, Portugal, Italie, Autriche. La France va affronter la Suisse, alors que la Croatie s'opposera à l'Espagne. La Suède et l'Ukraine se rencontrent en ronde des 16. Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, République tchèque et Pays de Galles face au Danemark. Sid, à toi. Écoute, je sais, je vais être très bateau, pas original, mais c'est de très loin Belgique, Portugal, ainsi qu'Angleterre, Allemagne qui retient mon attention. Les autres équipes ont une forme de Suède, Ukraine, curiosité. non? Non, non, Mais c'est oui, Suède, c'est Ukraine, enfin. T'aimes pas le bleu, mais t'aimes pas le jaune, c'est quoi le problème, non, Sid? ce sera drôle de voir les maillots. Je sais pas si on faire une Brésil-Colombie où on avait Oui, du bleu en haut, du jaune en bas, du jaune en haut, du bleu en bas. Mais ouais. effectivement, non, c'est sûr que c'est la plus belle des conclusions du groupe F qui nous a offert, Mhm. qui a été à la hauteur du talent, parce que je suis le type de personne qui pensait qu'on en faisait un peu trop sur le groupe de la mort. Bon, je me suis trompé. C'est un groupe qui nous a offert quand même beaucoup Merci la Hongrie. d'émotions. Oui, merci la Hongrie qui a pas du tout servi de punching ball, qui est passé très proche d'un exploit. La conclusion de ce groupe F, c'est cette affiche à Wembley, notamment entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et de l'autre côté, entre la Belgique et le Portugal, c'est voilà, c'est pour moi des potentielles catastrophes, parce que on a 4 pays qui sont vus comme des équipes qui doivent remporter l'Euro, et il y en a 2 qui vont sortir en huitième de finale. Donc, quelle que soit la façon dont on prendra le débat, ce sera très compliqué pour les sélectionneurs, ce sera très compliqué aussi pour les joueurs, en tout cas pour leur héritage. Donc, j'ai hâte de voir toutes les émotions, parce que assurément, il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions sur ces matchs-là. Bon, là, si tu as compris, Jean Cid vient d'aller chercher les bouées de sauvetage. Il vient de te sortir le maillot de bain du garde-robe. Là, c'est à toi de l'enfiler puis de te garrocher dans la piscine, te mouiller. De ces deux duels-là, tu vois qui passer au prochain tour? D'accord. Écoute, Ça me fait plaisir. euh, euh, En fait, Portugal. si tu veux y aller autrement, ça peut être, tu sais, ces matchs-là vont se jouer sur quoi? Parce que l'Angleterre à Non, Wembley mais contre l'Allemagne, là, tu sais, pour remettre les gens en contexte, c'est pas juste de gros pays, là. La première chose qui te vient en tête quand tu as passé un peu de temps en Angleterre ou en Europe, c'est la guerre. Tu sais, c'est ça qui revient dans la tête des gens. Wembley, qui était un stade mythique, qui a été retapé. Après ça, l'Allemagne, qui a connu un début de tournoi quand même compliqué face à la France. L'Angleterre, qui a joué contre l'Écosse, qui fait match nul 0-0. Écoute, la pression est énorme pour cette rencontre-là. Comme d'habitude, je dirais. Ouais, alors, c'est la guerre. Moi, je vous invite à. Enfin, je vous invite pas parce que c'est pas vrai. Mais à lire le Sun pendant les jours qui vont venir, parce que je pense que ça va être quelque chose d'absolument monumental. Parce qu'ils n'ont aucune retenue et puis toujours du bon goût, hein, absolument. Euh, non, écoute, je vais à l'Angleterre. Je vais à l'Angleterre parce que c'est pas le plus petit dénominateur commun, au sens où je pense que c'est une équipe qui va être capable de concéder moins de situations
dangereuse, que l'Allemagne m'a pas rassuré outre mesure parce qu'on a vu pendant un match qu'elle a été capable de développer quelque chose. Peut-être était-ce même ponctuel, circonstanciel sur Mmh. ce match-là face au Portugal, parce que c'était relativement brouillon contre la France, même si la France a laissé beaucoup venir. Moi, ce qui m'a énormément, je dirais, ce qui m'a énormément marqué sur l'Allemagne, lors du match contre la France. Et ça a été peut-être le déclic en me disant, mais qu'est-ce qui cloche avec cette équipe-là? C'est que par rapport au passé, elle n'a plus le sang-froid dans les 20 mètres. Euh, Mmh. Avant, t'avais une action qui se développait et tu savais que ça allait aboutir sur quelque chose. Ça allait aboutir sur un tir, sur une occasion. Parce que jusqu'en peut-être même 2014, parce que tu avais un closer ou un Mario Gomez. Tiens, on va en reparler. Mais tu avais quelqu'un pour finir, ou tu avais quelqu'un pour déclencher, pour créer le truc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce sorte de flou et dans cette équipe-là qui ne sait pas très bien comment aller au bout de ses actions. Alors, il y a eu un moment qui a très bien fonctionné contre le Portugal. Je ne suis pas sûr que ça revienne. Et d'ailleurs, on l'a revu tout de suite contre la Hongrie. L'Angleterre me semble avoir, oh, je n'irai certainement pas dire des certitudes, mais cet allant et cette capacité d'aller bousculer un petit peu, même si eux-mêmes, tu sens que là, c'est en train de jouer et puis que jouer à Mmh. domicile quasiment tout un euro, c'est très compliqué. Mais j'aurais tendance à dire Angleterre. Bon, Angleterre, Portugal, donc vous l'avez entendu, allez mettre tout votre argent, canceller l'hypothèque, allez mettre ça sur ces deux équipes-là, puis après ça, appelez Jean Gounel ou tweetez-moi, Sid, tweetez-nous, Sid et moi, puis on va relayer les messages à Jean. Bon, là, Sid, je veux t'entendre sur cette décision-là de l'UEFA. L'UEFA qui a fait du grand UEFA cette semaine. D'abord, on empêche Munich de mettre le drapeau, mettre l'arc-en-ciel sur le stade à l'extérieur. C'est en guise de protestation aux, euh, aux lois qui ont été passées en Hongrie où tu ne peux pas avoir de gens de la communauté LGBTQ+ dans le matériel scolaire ou dans des émissions de télé destinées aux moins de 18 ans. L'UEFA Mm. demande, puis là c'est l'hypocrisie crasse de haut niveau. Tiens, j'allais dire c'est la Champions League. Non, juste pour envoyer une pointe, c'est la Super League de l'hypocrisie crasse de la part de l'UEFA qui, après avoir refusé qu'on mette ça à l'extérieur du stade à Munich, fait un beau visuel sur les médias sociaux avec le drapeau en arrière. 24 heures plus tôt, on disait on ne veut pas prendre de position politique ou religieuse sur nos stades. Donc, mais sur une belle publication Twitter, Instagram, là, tout d'un coup, il n'y a vraiment pas de problème. On met le drapeau. Ça, c'est la parenthèse, c'est même pas la chose dont je veux te parler, Sid. Je veux te parler des buts à l'étranger qui seront plus un facteur comme tiebreaker en bon français. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. On ne s'est pas parlé de ce dossier-là, nous trois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je vis un deuil. Je suis triste de voir ça. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce qu'on était rendu à enrayer cette règle-là, Sid? Non, non, je vis aussi un deuil. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui met tellement de piment à la Ligue des Champions, à la façon de la consommer, au tirage au sort, parce que selon ça commence dès le tirage au sort. Qu'est-ce que ton équipe, elle est receveuse à l'aller ou au retour? Comment tu perçois un match? Parfois, tu peux être mené 3-0, mais il y a ce fameux but à l'extérieur. L'équipe va continuer à jouer pour aller chercher ce but à l'extérieur. Et puis voilà, donc moi je pense que ça faisait partie du charme de la compétition. C'est une règle qui est en place depuis 1965. Je veux dire qu'il faut quand même qu'on replace un peu le débat dans son volet historique. C'est certain que l'UEFA est venue avec toutes sortes de chiffres pour montrer que l'avantage à domicile a diminué au cours des années. Et puis bon, je pense qu'il y a une forme d'aseptisation du football et une standardisation aussi des lieux et qui font en sorte que voilà, on a moins peut-être cet avantage à domicile, mais en même temps, on a des souvenirs très récents, le corner rapide, but d'Origi. Enfin, il y a des choses Mhm. qui restent dans notre mémoire collective. On a Iniesta contre Chelsea, je pense, quand il prend son maillot, il tourne dans tous
les sens. Il y a tellement de souvenirs qui sont liés à ce fameux but à l'extérieur et à la joie que ça procure et qui fait pour moi la Ligue des Champions, contrairement à le corollaire qui va être les tirs au but. Les séances de tirs au but qui vont exploser, genre, comme avec cette situation, qui ne font pas vraiment partie de notre rapport à la Ligue des Champions. Seulement en finale, oui, mais il n'y a pas tant de séances de tir au but parce que généralement, avec la règle du but à l'extérieur, c'est réglé, La tranche. voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on va arriver dans un autre football qui est un autre football qui est celui bon, c'est pas la Super League, c'est le truc qu'ils vont faire, l'UEFA, mais ça y ressemble grandement. Et voilà, une forme de mutation. Et en plus, je pense on peut aller encore plus loin. Je sais que je vais un peu champ gauche là, cette fois-ci, mais avec il est possible qu'on aille en terrain neutre. À partir du moment où on enlève cette idée du but à l'extérieur, etc., qu'est-ce qui empêche de pousser le concept pour les choses comme le Final 8, comme on a vu, je sais que c'est un peu même dans les petits papiers de l'UEFA, de faire une espèce de grosse semaine de finale Ligue des Champions, avec les demi-finales et la finale qui se jouent dans un lieu. Donc, enfin, c'est fascinant parce que c'est un sport qui est très très conservateur et finalement pour son bien-être, parce que je pense que c'est ça qui fait que on tape beaucoup sur le board, sur beaucoup de choses dans le foot, mais je pense que justement son conservatisme fait en sorte que il est tant accessible, parce que c'est toujours le même produit. Le rapport qu'on a, c'est toujours avec le même produit, mais là on est dans une accélération de changement qui fait que je sais pas quand est-ce qu'on va tracer la limite, mais à un moment, on va se dire, mais c'est plus le même sport, en fait. Je sais que c'est pas le sport de mon père, très bien, mais quand même, ça y ressemble pas mal. Et je crois que là, on est dans une accélération d'un changement qui vont très radicaux et on se rend pas compte encore. Et ça fait partie de ces modifications que je déplore. Mais moi, ce que je comprends pas, Jean, là, ça nuisait à qui, cette règle-là? À part là, de confondre, puis en Amérique du Nord, là, on est les rois là-dedans. C'est donc bien compliqué, on comprend. C'est pas compliqué, c'est un tiebreaker. À partir du moment où c'est tied, c'est ça qui break. Je veux dire, on n'a pas besoin, c'est pas de la science nucléaire. Ça nuisait à qui? Je pense qu'il y avait au départ un déséquilibre et un avantage qui était donné d'une certaine façon à, à l'équipe qui, je dirais, qui se déplace lors du deuxième match, dans la mesure où bon, on a vu des cas où tu te retrouves en prolongation, l'équipe qui se déplace marque, et là tu forces son adversaire à marquer deux fois, qui au bout du compte tenait plus vraiment debout. La nature, le rôle du but à l'extérieur, qui était au départ d'empêcher d'avoir un troisième match, un match d'appui, hein, c'est pour ça que c'est rentré dans les règles. Ce que l'UEFA dit, c'est qu'il n'y a plus vraiment de raison d'être pour ça. Moi, je pense que personnellement, c'était une règle qui avait, du tout. L'argument de Phil, j'aime bien, il tient debout. Personnellement, j'ai du mal à le prendre, et je pense qu'on doit essayer de regarder si possible, parce que là maintenant, on est dans une situation où il faut prendre en compte qu'il y a des demandes. Tu les aimes pas, je les aime pas non plus, mais il y a des demandes économiques qui font qu'on dit, mais là, attends, ça n'a aucune raison. Ça n'a pas de logique sportive, finalement, que ton équipe qui a marqué dans ces conditions-là ait un avantage qui ne tient pas vraiment debout, qui s'explique de moins en moins. Donc, écoute, il y avait à un moment, et je pense qu'on est arrivé à ça, avec des personnes qui se sont prononcées et qui sont assez importantes. Je pense à Arsène Wenger, par exemple, qui a mené, et qui, depuis quelques années, mène une lutte assez nette contre cette règle du but à l'extérieur. Je t'avoue que j'ai tendance à le rejoindre, dans la mesure où il dit, regarde, qui aujourd'hui a plus vraiment de raison d'être, a plus vraiment de sens, bon, il essaye lui aussi de sortir quand même un certain nombre d'éléments
d'éléments mathématiques ou d'éléments, disons, factuels, hein, sur les buts marqués par le fait que les équipes qui jouent à domicile le premier match vont attaquer moins, ce qui est contraire à la philosophie du but à l'extérieur, en fait, quelque part, pour justement ne pas concéder à domicile. Donc, tu as un petit peu une sorte de système qui est renversé. Et avant, les équipes qui se déplaçaient jouaient à bétonner et jouaient à 11 derrière, et ça donnait des matchs extrêmement, à un moment, assis, des fois. Et là, on a un petit peu l'inverse avec des équipes qui reçoivent lors des premiers matchs, mais qui vont pas non plus prendre trop de risques. Donc, il faut essayer de voir si l'air du temps veut un petit peu qu'on avance là-dedans. Mais là où je suis entièrement d'accord avec lui, parce que la première chose que je me suis dit quand j'ai entendu ça, c'est OK, on va vers une sorte de Final Four, on va vers une sorte de système où l'UEFA l'a dit l'année dernière, la dernière semaine de Ligue des Champions, d'Europa League, les 2 dernières semaines où tout a été par la force des choses, regroupés localement dans des zones, dans des territoires extrêmement concis, extrêmement réduits pour disputer les derniers tours, certains quarts, demi, finale. L'UEFA a beaucoup apprécié et a trouvé que c'était une solution à reconduire et à essayer de mettre en place très rapidement. Donc pour moi, le but à l'extérieur, ou la fin du but à l'extérieur, elle s'inscrit complètement dans cette optique-là. Bon, fait que je comprends que tu es pas mal d'accord avec Arsène Wenger. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi, Jean, fait que je serai pas d'accord avec Arsène Wenger. Ça fait une chaîne de commandes assez claire. Voilà. Moi, je suis plus team Sid qui veut ajouter quelque chose d'ailleurs en ce moment. Oui, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal sont les 3 équipes qui ont été le plus souvent éliminées par la règle du but à l'extérieur. Donc, Sid voilà, dit ça, Sid dit rien, dans le fond. C'est pas mal ce que je Non, comprends. mais je suis entièrement d'accord avec Sid. Et c'est vrai que j'ai tout à fait souvenir, quand j'ai entendu Wenger en parler, tout à fait souvenir d'une situation très exactement où Arsenal s'est fait sortir à cause de ça. Oui, absolument. Oui, puis c'était pas mal la seule chose qu'Arsenal pouvait pourchasser dans ces années-là, la Ligue des Champions, parce que faire le top 4, c'était pas mal le seul objectif. Je dis ça, je dis rien. Les gars, très rapidement, top et flop de la dernière semaine à l'Euro. Sid, on commence avec ton top. Mon top, c'est la Suède. Écoute, j'étais très critique de la Suède parce que pour moi, ils avaient pratiqué un anti-football contre l'Italie, mais au final, ils ont réussi à finir premier, contre l'Espagne. Mais au final, ils ont fini premier du groupe devant cette Espagne. Donc, top pour la Suède, dont j'aime beaucoup d'ailleurs le petit Isaac. Jean? Top, Raheem Sterling. Raheem Sterling parce que ce gars-là, respect, parce qu'il s'accroche. Il s'accroche. Honnêtement, il n'y a pas un joueur qui en ait pris autant dans les dents depuis des années, que ce soit pour son jeu, ou que ce soit pour des choses qui n'ont absolument rien à voir. Les attaques continuent sur sa façon de vivre, sur des décisions qu'il a prises, les débordements racistes qui ont eu lieu plus récemment, mais régulièrement. Et lui, honnêtement, il a encaissé. Il a encaissé et tu vois que là, il ne sort pas particulièrement, on ne l'entend pas crier, on ne l'entend pas réagir, mais il répond. Et tu vois que dans les matchs d'Angleterre, pour l'instant, c'est un de ceux, et c'est peut-être lui qui essaye le plus, sans en faire un drame, sans en faire dans tous les sens, mais il fait, et actuellement pour l'Angleterre, c'est lui qui fait le boulot. Mais total respect parce qu'il y a une très, très large majorité de joueurs, et des joueurs de très haut niveau, qui auraient la tête complètement dans tous les sens avec ce qui lui arrive. Et lui, il est capable, avec tout ce qu'il a vécu, de rester dans son truc. Et ça doit être tellement dur par moment. Bravo, franchement. Jean, ton flop? J'allais dire l'Écosse, parce que ça m'énerve l'Écosse. Ça m'énerve de dire on va à un tournoi parce qu'il y a ce match-là en Angleterre, on fait match nul 0-0 contre l'Angleterre, youpi et tout. Bravo, tout ça pour ça. Écoutez les gars, il y a des équipes qui sont qualifiées, qui ne sont pas qualifiées, qui auraient vraiment aimé être à votre place. Ça, c'était. Oui, je confirme. Ça m'a sérieux énervé, ok. Mais je vais quand même, je vais quand même mettre une coche au-dessus à l'UEFA
avec tous ces discours, etc. Tu sais très bien que j'adore l'UEFA parce que si l'UEFA n'était pas là, comment je pourrais m'énerver, tu vois. Mais tu le discours de l'UEFA. Et excusez-moi les gars, à 7 euros là, est-ce que vous avez vu une présence féminine chez les arbitres à la VAR ou quelque part? Non. Non. Écoute, en fait, là, tu me fais réfléchir à où il y a eu des présences féminines, pas mal, point. Bref, tu me recrains là, parce que je revois juste Non, le mais beau petit il y a logo de des. l'UEFA avec le drapeau Attends, de l'arc-en-ciel en aujourd'hui. arrière. Là, restart-moi pas, Jean, là, on finira plus. Non, mais écoute, là, on sait aujourd'hui que dans tous les championnats maintenant, on va vers une présence régulière et que ce soit plus quelque chose absolument qui va faire grimper les gens au rideau. Parce que l'UEFA, pour une compétition comme ça, hein, Non, tout à fait d'accord. Ton flop, c'est Mon flop, ça va être les supporters espagnols qui s'en ont pris à Morata. Donc c'est une histoire que j'ai appris ce matin qui m'a un peu troublé. Il hmm, s'est fait, sa famille s'est fait physiquement agresser au stade et avec des menaces de mort aussi. Je trouve que voilà, je trouve que on est dans cette mouvance lorsque d'ailleurs par rapport à Sterling sur mhm, les abus racistes et notamment sur les médias sociaux aussi. Je trouve ça voilà, je trouve ça vraiment déplorable et sachant que l'Espagne en plus jouait à Séville ses matchs, de voir que sa hmm. famille était comme ça menacée et ensuite que c'est sur les médias sociaux. Donc ça c'est vraiment mon flop de la semaine. avant de passer aux questions qui nous ont été posées sur Twitter, Jean, peut-être en 30 courtes secondes, la Copa América, le format avec 2 groupes de 5, je comprends qu'il n'y avait pas d'invités cette année parce que en raison de la pandémie. Euh, Ça fait en sorte que tu joues 4 matchs de groupe. Est-ce que ça étire la sauce un peu? La phase de groupe n'est pas terminée. Les matchs sont pour la plupart intéressants, mais as-tu l'impression que ça étire un peu trop? Ouais, absolument. Et attends, parce qu'il n'y a pas deux invités, mais s'il y avait eu deux invités, il y avait deux groupes de six qui étaient prévus au départ. C'est Là, vrai. ça aurait été grave, Ouais. grave. Mais ouais, ça étire trop. On voit quand même que physiquement, c'est taxant. Parce que là, tu as des équipes qui jouent 4 matchs en 2 semaines. Euh, c'est lourd. Euh, pour un résultat qui est d'éliminer une équipe sur 5, je trouve que ouais, c'est un petit peu maladroit. Ça garde au niveau du comptable et au niveau de l'intérêt. Certainement, ça a quelque chose, mais là, vraiment, on est en train de. Le sportif devrait être plus important à ce niveau-là, et clairement, on est en train de perdre un petit peu de la qualité. Sujet chaud maintenant. Première question, c'est déposée par le docteur Foot qui nous demande le groupe de la mort à l'Euro. On est passé par toute la gamme, oui, des émotions. Mais à la fin, la logique a été respectée. La Hongrie éliminée. Laquelle des 3 équipes, c'est sa question, sortie de ce groupe pourrait se rendre le plus loin, selon toi? Une excellente question de Dr Foot. Ils ont des tableaux différents, donc c'est un peu compliqué, mais c'est surtout que lorsqu'on voit les performances, l'équipe qui a le mieux performé, qui a eu la meilleure performance, c'est l'Allemagne contre le Portugal. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu une domination technique, tactique, physique en pleine réussite. Mais Tu parles après, sur un derrière, c'est match. suivi C'est ça, sur tu un parles match, sur un match, etc. ouais. Donc Mhm. on va dire le plus haut niveau a été atteint par l'Allemagne, mais ensuite le match contre la Hongrie avec le but de Goretzka à la 84e minute pour se qualifier, je pense c'était tellement décevant. Donc je sais pas, on a la France qui dans une configuration où elle est la moins bonne équipe est vraiment très forte, mais bon des moins bonnes équipes que la France, il n'y en a pas beaucoup non plus dans le tournoi. Dès qu'elle doit faire le jeu, c'est compliqué. Le Portugal, on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus. Donc, c'est vraiment, ce sera très circonstanciel. Et c'est des équipes qui peuvent Mm. tous sauter en huitième de finale. Toutes, vraiment les 3 peuvent sauter. Puis les 3 peuvent l'emporter et on aura des discours qui vont correspondre à leur victoire. Donc c'est très compliqué. Si je devais peut-être mettre une de l'avant pour Dr Foot, je mettrais l'Allemagne puisqu'ils sont ils sont dans un tableau qui est un peu plus compliqué. Je pense qu'une fois s'y passent l'Angleterre, c'est comme le chemin est un peu plus simple pour l'Allemagne que pour le Portugal et la France. Ouais, Louis Banks te dirait que l'inverse est aussi vrai si l'Angleterre passe à travers, à travers l'Allemagne. Honnêtement, ça c'est vrai, là, sans rentrer dans les détails du tableau, ça s'ouvre quand même assez rapidement pour le gagnant de ce duel-là.
Prochaine question, Jean, celle-là est pour toi. Elle vient de Daniel. On revient du côté de la Copa América. Le but du Brésil, puis tu pourras peut-être résumer la situation, là, parce que c'en est une qui avait plusieurs éléments. Le but du Brésil qui survient après le contact du ballon avec l'arbitre, c'était ton préféré, Nestor Pitana, était-il bon selon vous? Selon la règle, Daniel poursuit, il ne faut pas que ça crée une action prometteuse. Se trouver tout seul sur le côté dans l'aile pour centrer, ça me semble assez prometteur comme action. Oui, donc c'est parti d'une attaque brésilienne avec un ballon qui est donné vers l'avant, qui va frapper l'arbitre, revenir sur un joueur brésilien. Le mouvement continue sur l'aile et à partir du centre, le Brésil marque. La question, c'est lorsque le ballon touche l'arbitre. Donc là, il y a 3 cas possibles où l'arbitre doit arrêter le jeu et poser et mettre le ballon au sol. Et si le ballon, une fois qu'il a touché l'arbitre, est repris par l'équipe adverse, d'accord, si le ballon rentre dans le but, et si l'équipe en possession garde une position ou une attaque prometteuse. Et c'est là, je pense que c'est là qu'on rentre exactement dans l'élément. Le ballon touche M. Pitana, et tu vois qu'il se retourne et qu'il est sur le point de siffler, qu'il porte le sifflet à la bouche, il voit que le ballon va sur un joueur brésilien, et là, il continue et il fait signe de continuer à jouer. Donc, pour lui, à ce moment-là, ça ne rentre pas encore dans une situation d'action prometteuse. Ensuite, je te dirais qu'il n'y a pas eu, il y a eu donc une très très longue discussion, et à mon avis, c'est pas une discussion de VAR, c'est une discussion entre arbitres, sur les règles. Ils sont dans un flou monumental de la règle. Occasion prometteuse, situation prometteuse, qu'est-ce que tu peux vraiment englober par ça? Donc il y a un énorme flou sur lequel ils ont tranché en disant on était peut-être un ballon avant d'être dans la définition exacte de situation prometteuse. Parce qu'en ce sens-là, faut être pas mal plus clair là. Oui, parce qu'en ce sens-là, Jean, tu sais, l'arbitre, là, mettons qu'on est à l'autre bout du terrain. L'arbitre touche le ballon, finalement, ça revient au gardien, puis le gardien est capable de dégager, prend, mettons, à Cavani, si c'est l'Uruguay, qui est complètement seul au milieu du terrain. Bien, à quelque part, ça mène à une action prometteuse, mais tu es à 100 mètres du but. C'est là où tu as raison, ça devient un flou vraiment important. Et quand tu nous as dit qu'il y avait 3 cas de figure, j'ai regardé les yeux de Sid qui regardait son plafond et qui essayait de te suivre. Je te confirme qu'il y a un flou, pas juste dans les règlements ou dans cette situation-là. Il y en avait un léger dans le cerveau à Sid qui essayait de te suivre, mais tu nous l'as très bien expliqué. Félicitations. Jean, on poursuit avec toi. Question de Daniel Nguyen qui dit « Qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Thomas Meunier qui juge que l'Euro est plus relevé que la Coupe du Monde? » Dans la catégorie, là, on va te donner un peu de gaz puis un briquet. Vas-y, mon Thomas. Difficile de faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est ça, c'est un discours qui a toujours existé, et, en tout cas qui existe depuis que l'Euro était à 16 équipes, c'est de dire, effectivement, tu prends l'équipe la moins cotée, la moins relevée que tu vas devoir affronter en phase de groupe, elle sera toujours supérieure, enfin très souvent supérieure à l'équipe la moins relevée que tu vas devoir affronter en Coupe du Monde. Donc tu as théoriquement 7 énormes matchs à jouer, alors qu'en Coupe du Monde, généralement, ton premier tour a un match un petit peu plus facile. Je vraiment dégrossis un petit peu, généralise, si tu veux, une façon de penser qui existe depuis l'Euro. Je pense que 96, le passage à 16 équipes a été à ce niveau-là a été marquant. Il est certain qu'on a vu des Euros où le groupe de premier tour était avec quasiment 4 anciens vainqueurs. Donc, il est certain que le niveau est est forcément plus relevé, que là, ton groupe le plus dur prend comme équipe la plus faible, théoriquement la plus faible, et tu vois très bien qu'elle offre déjà un niveau de jeu extrêmement
est extrêmement dur. Alors, j'aurais tendance à comprendre ce qu'il dit, à être à peu près d'accord avec Meunier, à part que quand même le niveau global a monté sérieusement et que Mhm. c'est un discours que tu ne pouvais plus tenir non plus aussi régulièrement et aussi facilement sur les dernières Coupes du Monde. Oui, tu auras toujours une équipe comme le Panama auquel tu vas mettre un 6-0, mais il y en a de moins en moins. Et même, vu la façon dont les systèmes de jeu deviennent un petit peu uniformes, et puis tu sais que tu vas tomber sur une équipe qui est moins cotée, mais elles vont jouer à 11 derrière, ou en tout cas, ils vont vraiment te faire un 5-4-1, et puis tu vas souffrir pendant 80 minutes pour essayer de marquer. J'atténuerai un petit peu la remarque, mais je vois le contexte dans lequel il le dit. Et oui, c'est vrai que pour passer déjà un premier tour d'un Euro, il faut s'accrocher. Et il est certain que sur 7 matchs, t'en as pas un que tu vas prendre facilement. Message en petits caractères au bas de la page pour nos auditeurs panaméens. Les commentaires de Jean Gounel n'engagent que lui. Sid et moi, on n'a rien à voir. On ne vous souhaite pas des défaites de 6-0 Hypocrite. à à chaque coupe du Monde. Sid, tu as toujours des perspectives intéressantes sur des questions comme celle-là. On termine avec la question du staff. Est-ce que la présence du CH en finale de la Coupe Stanley, ça a été confirmé évidemment hier soir, est quelque chose de nuisible ou potentiellement bénéfique pour le CF Montréal? Non, c'est très bénéfique pour le CF Montréal. Je le vois dans une perspective qui est que la place du sport va être est grandissante dans les médias, dans l'intérêt des entreprises, des sponsors, et que par la bande et par effet de ruissellement, ça sert aussi la croissance du foot et donc du CF Montréal. D'autant plus que on arrive à prouver quand même avec tout ce que nos collègues font et nous-mêmes qu'on est capable de pouvoir suivre une accession à la Coupe Stanley et un Euro et une Copa. Et je crois que ça, c'est vraiment, ça tord le cou à beaucoup d'idées reçues des 10 dernières années, je pense. Donc, non, je vois ça comme très bénéfique. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je veux dire, à titre personnel, je pense que du côté de la station 99, ça nous permet aussi genre, comme de garder des grilles qui sont actuelles et peuvent mettre de la place pour le soccer, alors que sûrement que ça n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas ce parcours du Canadien. Donc, c'est peut-être pas intuitif pour beaucoup, mais ce sport-là est une locomotive dans notre contexte québécois, et je vois pas ça comme quelque chose de négatif, ou simplement aller suivre, surfer sur la vague, et surtout pas essayer d'aller à contre-courant, parce que c'est là alors que on va frapper un mur. Ben, c'est là où je veux pousser la réflexion un peu parce que je suis curieux. Je partage ton opinion. Après, il y a ce qui arrive par procuration, par défaut, et il y a ce que tu peux faire pour en profiter encore plus. Tu parles de surfer la vague, ben, il faut que tu ailles te chercher une planche puis que tu embarques dessus. Est-ce que tu vois des trucs que le CF Montréal pourrait faire pour capitaliser là-dessus? Je comprends qu'il y a des publications sur les médias sociaux, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, sans avoir l'air trop plaqué, que tu peux des mécanismes ou des leviers que tu peux utiliser? Tu sais, à mon sens, tu as décidé de faire un rebrand qui recentre sur la ville. Mais là, ta ville vibre. Je le sais que c'est pas pour ton sport, c'est pas pour ton équipe, mais à quelque part, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à utiliser pour vraiment marteler le côté Montréal qui va à côté du CF. Y a-tu des choses qui te viennent en tête? Toi, tu es quelqu'un de très créatif. Y a-tu quelque chose qui te vient en tête que tu vois potentiellement utile que tu pourrais faire là, dans la prochaine semaine du côté du CF Montréal? Là, oui, dans la prochaine semaine, c'est compliqué parce que l'idée que j'allais mettre en place, que j'allais te proposer, c'était déjà d'inviter très régulièrement les joueurs du Canadien au Stade Saputo, et de capitaliser sur le fait qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont fans de foot, et de C'est vrai. continuer à créer des ponts sur l'idée d'équipe sportive montréalaise. Le défi Mhm. de Montréal, de CF Montréal, il est double. D'une part, il y a de nombreux fans de foot. On a vu qu'en 2018, les Français avaient envahi le plateau. C'était assez hallucinant. Il y a de nombreux fans de foot. Ça, c'est un des défis qu'ils ont. Puis deux, il y a des fans de l'équipe sportive montréalaise. C'est pas vrai que tous ceux qui sont dehors en ce moment, ils sont fans du Canadien, c'est des fans tatoués Mhm. CH sur le cœur. Non, ils sont fans de sport, et ils ont envie de vibrer, point barre. Donc, c'est sur ces deux aspects que Montréal doit capitaliser, et je crois que là, ils ont une espèce de
plan de match qui leur est montré par le parcours du Canadien, un peu comme il y a un plan de match qui a été montré par la victoire de la France, et ce qui a aussi poussé à beaucoup de stations sportives de mettre de l'emphase sur l'Euro, de comprendre que, oh shit, comme il y a tout ce monde-là qui est derrière le foot, ok, Mhm. donc non, ouais, let's go sur l'Euro, let's go sur les Jeux Olympiques, let's go sur la Coupe du Monde féminine, parce qu'on on comprend l'importance dans le marché dans lequel on est. Donc, du côté de Montréal, quand je dis de surfer, c'est de continuer. Moi, j'ai bien aimé les messages de Mihajlovic, j'ai bien aimé les messages de Piet, j'aime les messages du club officiel. Continuez, mettez de l'avant que le club est en train de regarder la finale, mettez de l'avant Mhm. tout ce que vous pouvez faire avec les commanditaires pour faire La des solidarité. publicités ou des communications croisées pour tous ceux qui sont entre Mhm. les deux Mhm. organisations. Il faut, on peut pas être en silo. Et je crois que c'est là où Montréal peut gagner de ça, parce que là, c'est un raz-de-marée, c'est même un tsunami Ouais. ce qui se passe, mais sportif. Et on est dans l'industrie du sport, donc tous ceux qui sont dans cette industrie-là peuvent y gagner. Et il ne faut pas faire l'erreur de penser que si la lumière de l'autre brille plus fort, ça veut dire que la tienne est plus basse, ou d'essayer de baisser cette lumière-là ou d'y faire écran, ça va être bénéfique pour toi. Je pense que ce serait une très, très grave erreur. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci, c'est toujours Ouais, un plaisir de jaser avec vous. Euh, merci. on commence à avoir des messages qui viennent de nos auditeurs panaméens. Là, Jean, je te les envoie. Je te les envoie tout de Donne mon suite. numéro. Oui, oui, oui. Numéro, Oui, t'as mon c'est adresse. c'est 514. OK, on fait tout le temps. Merci les gars, toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous Bye invite bye. à partager le contenu sur la RDS.ca, sur iHeartRadio, toutes vos plateformes préférées. Et on vous invite aussi à continuer de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.